Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Smart Food, votre magazine quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. La météo a toujours été une source de préoccupation chez les agriculteurs, mais face au changement climatique, les agriculteurs se retrouvent aujourd'hui aux premières loges et en première ligne. Un phénomène qui inquiète se révèle être un véritable défi pour celles et ceux qui ont choisi de placer la terre et la nature au cœur de leur vie. Mon invité est allé à leur rencontre. Bonjour Gilles Luneau. Bonjour. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de Global Magazine. Vous êtes également réalisateur et auteur de ce livre « Les paysans face au chaos climatique », un livre publié chez Impact Éditions. Impact avec un S d'ailleurs. Je le disais, les agriculteurs sont en première ligne face au changement climatique. Pourquoi vous avez décidé d'aller à leur rencontre? Ce sont les premiers témoins, j'imagine? Oui, d'une part parce que je suis l'agriculture depuis 40 ans. Donc, vous l'avez vu évoluer, forcément. C'est mon terrain de jeu, on va dire, journalistiquement. Et puis, et deuxièmement, parce que personne ne l'avait fait avant. Et que c'est l'idée de l'éditeur, de Christian Duplan, qui me dit « Mais dis donc, on n'entend pas la voix des agriculteurs sur le climat, tu pourrais pas faire quelque chose ?» Voilà, c'est parti comme ça. Et pourquoi on n'entend pas leur voix sur le climat? Écoutez, je pense parce que, en fait, aucune organisation agricole, et je pèse mes mots, ne s'en est emparée réellement. Ne porte pas, on parle forcément le sujet de la rémunération, surtout en ce moment, oui, mais pas le climat. Et pourtant, ça a un impact sur leur activité. Évidemment, c'est-à-dire que si vous voulez, on a eu une grosse mobilisation agricole avec les États généraux de l'alimentation. Ils se sont faits sur le partage de la valeur. On ne s'est pas posé la question des conditions de la production de la valeur. Et là, on serait posé cette question-là. Je veux dire, on aurait abordé le problème du climat, de la biodiversité, de la manière de cultiver, des pesticides, etc. Voilà. Donc, c'est un impensé, en fait, en matière agricole. Et vous avez aujourd'hui, après un tour de France comme ça, au moins un tour de métropole, parce que j'ai pas eu le loisir d'aller dans les dom-toms, on s'aperçoit que sous toutes les latitudes, le climat change, le changement est bien là, avec des impacts importants sur les productions, donc aussi sur les revenus, mais aussi sur la sécurité alimentaire. Et puis ce sont aussi des agriculteurs qui exercent depuis de nombreuses années, donc qui ont vu aussi une évolution par rapport à leurs pratiques. Ils ont été obligés de s'adapter. Mais en fait, pour le moment, ils ne savent pas trop s'adapter. Mais par contre, vous avez raison, ils sont étalonnés sur la durée par rapport au climat. Donc, ils savent détecter ce qui est finalement un accident météo normal d'un changement climatique. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il y a quand même une perte de repères, au final. Tout est bousculé. Si on parle de chaos, c'est pas pour rien. Oui, c'est ça. Justement, vous parlez de chaos et non d'aléas. C'est très fort. Oui. C'est-à-dire que finalement, le dérèglement climatique a effectivement un impact très fort sur l'activité des agriculteurs, mais finalement, l'exceptionnel est devenu la règle presque. Alors, on peut le dire comme ça, mais encore, c'est un exceptionnel, imprévisible. C'est-à-dire, si vous voulez, vous vous retrouvez avec une fin d'hiver qui ressemble au printemps, puis un début de printemps qui se reprend des coups de gelée d'hiver. Quand on dit qu'il n'y a plus de saison, c'est ça? Non, c'est pas vraiment ça. On a plutôt 4 saisons en une seule. C'est-à-dire, vous trouvez confronté on va dire sur le printemps et sur l'été, c'est vraiment dans patent. L'espace de 3 mois, on peut avoir les 4 saisons. Les 4 saisons. Et ça, si vous voulez, ni la végétation ni les animaux sont préparés à ça, finalement. Il y a le rapport du GIEC qui a été publié. Alors, deuxième volet du 6e rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, là qui s'intéresse sur les conséquences du réchauffement climatique sur les sociétés humaines et les écosystèmes. Les conclusions sont dramatiques. On parle de perte de production agricole substantielle. Finalement, alors déjà, quel regard vous portez sur ces conclusions? Et ça donne davantage de relief à ce mot chaos? Absolument. C'est le 6e rapport. Bon, depuis 6 rapports, le GIEC alerte. Et à chaque rapport, c'est de plus en plus grave et de plus en plus rapide. Les trajectoires qu'ils avaient initiées dès le premier rapport se vérifient, en fait. Et comme quoi, on a un travail scientifique de qualité. Et les marges d'erreur se rétrécissent. Et donc, on sait que les trajectoires sur lesquelles on est aujourd'hui, en France, ça veut dire qu'on est maintenant
à plus de degrés en 2050, on était à plus de degrés en 2100 au moment de la COP21. Donc, je veux dire que l'accélération, elle est là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que donnent les scientifiques, c'est le calcul des autres perturbations. Élévation du niveau de la mer, perturbations dans le régime des précipitations, des pics de chaleur. En gros, ce que le GIEC annonce, c'est que le Sahara, pour nous, va traverser la Méditerranée et que, on va dire, dans la deuxième moitié de ce siècle, Marseille, Montpellier, Perpignan auront le climat de l'Afrique du Nord. C'est pas dramatique, mais on n'y cultive pas les mêmes choses. Donc c'est maintenant qu'il faut s'y préparer. C'est pas le même régime de partage de l'eau. Vous voyez, il y a un tas de choses auxquelles il faudrait avoir le courage politique de réfléchir pour faire une transition sans heurts. On va revenir sur ce courage politique. Vous qualifiez ces agriculteurs de lanceurs d'alerte, médiateurs de la nature. Lanceurs d'alerte, justement, ils lancent une alerte dans ce livre. Ah, dans le livre, là, oui, je veux dire, réellement. C'est-à-dire, ils nous rappellent que ce qu'on a dans l'assiette dépend d'eux tous les jours. Et que, par contre, ce qui ne dépend pas d'eux, c'est le climat qui fait. Et le climat, c'est toute la société qui le fait, de par ses comportements et de par ses émissions. Ce que j'essaye de comprendre, c'est que finalement, les agriculteurs sont devenus vulnérables face au chaos climatique. Considérablement. Considérablement parce que, d'une part, ils n'ont pas été formés pour ça. Ils ont appris dans les écoles d'agriculture à faire d'une certaine manière. Enfin, plusieurs. Il y en a qui sont en bio, il y en a qui sont en conventionnel. Mais par contre, si vous voulez, on va vers l'inconnu en termes de climat. Donc, ça, ils n'y sont pas préparés. Mais ils s'adaptent quand même. Mais l'adaptation, non. Ils cherchent des solutions, eux. Ils cherchent à s'adapter de manière dispersée, c'est-à-dire que exactement. Ils sont isolés, ils ont besoin de science, ils ont besoin d'une mobilisation. Je pourrais dire, moi j'en appelle à une université des champs, à une expérimentation à l'échelle du pays. C'est eux qui le disent. On voudrait échanger avec ceux qui ont des céréales dans le nord et ceux du sud. Moi, il y en a un qui me dit, j'ai testé ça sur un coin de champ, est-ce que ça marche ailleurs? Vous voyez, on a vraiment besoin d'expérimentation à l'échelle du pays. Ils se sentent seuls, finalement, abandonnés, peut-être, par les pouvoirs publics? Je ne dirais pas abandonnés, mais seuls, oui. Et ils le sont de plusieurs manières. Ils le sont par manque de savoir, ce que je l'ai dit, parce qu'ils affrontent de l'inconnu, y compris sur manque de savoir pour passer à des pratiques, on va dire, plus écologiques que celles qui dominent. Mais ils sont aussi en manque de savoir sur l'adaptation, parce que pour le moment, c'est les premiers pas, finalement, qu'on fait dans l'adaptation. Et puis, ils sont seuls, parce que ce soit les organisations agricoles ou que ce soit le pouvoir, je veux dire, on n'a qu'à regarder ce qui se passe dans les programmes électoraux en ce moment sur la présidentielle. Ils devraient être structurés, charpentés sur cette alerte, que ce soit sur le climat ou la biodiversité. Ils ne le sont pas. Est-ce que le climat est le grand oublié des politiques agricoles actuelles? Je pense notamment à la politique agricole commune, dont la nouvelle mouture entrera en vigueur en janvier prochain. On s'intéresse au climat ou pas du tout? Pas du tout. Alors, si vous voulez, pour faire une réponse courte, on est en pleine schizophrénie. On a le Parlement européen qui a voté massivement, c'est-à-dire au-delà des clivages, ce qu'on appelait le pacte vert, le Green Deal. On en a beaucoup parlé, qui est vraiment intéressant, qui essaye de mettre la société européenne, toutes ses activités, hein, on n'est pas que dans l'agriculture, en conformité avec, on va dire, les exigences qui ont été soulignées à la COP21. Et puis, comme si de rien n'était, on a une politique agricole qui est votée, qui ressemble à celle du vieux monde d'avant les alertes climatiques. En très clair, pour faire aussi un peu concis pour que tout le monde comprenne, le budget de subvention, hein, parce que c'est ça l'outil de transformation, le budget de subvention se répartit en deux piliers. Il y a 75% de l'argent, donc pour la France, des 9 milliards qui viennent pour les 389 000 agriculteurs. Ces 9 milliards, 75% sont pour continuer comme avant à cultiver, on peut dire, avec des impacts climaticides et écocidaires sur la biodiversité, et seulement 25% pour faire un peu d'écologie, alors qu'il faudrait mobiliser 100% sur cette transition. Certains de vos témoins pointent du doigt le risque d'une perte de la souveraineté alimentaire. On en a aussi beaucoup parlé à l'occasion du Salon de l'agriculture. Ce choc, ce chaos climatique risque d'altérer notre souveraineté alimentaire, qui est déjà altérée par plein d'autres données et modifications d'un système aujourd'hui qui est devenu mondial. Si vous voulez, on va dire l'agriculture industrialisée intensive, comme elle est pensée aujourd'hui, on va dire depuis la chute du mur de Berlin,
l'interdépendance, et c'est planétarisé. On le voit avec la guerre en Ukraine. Enfin, je veux dire, l'impact sur le commerce de céréales que ça va avoir. Justement, alors, juste si on peut avoir un mot sur l'Ukraine, et à quoi s'attendre concrètement, en fait? Écoutez, là, je ne suis pas devin, donc, et je ne suis pas un spécialiste des questions militaires, mais déjà immédiatement, dès l'instant qu'il n'y a plus de céréales qui sortent de cette région, la région... Donc, Ukraine, Russie, deux gros exportateurs énorme. de blé, de céréales. Voilà. Et ceux qui vont manquer de blé, les premiers impactés, ça va être le Moyen-Orient, l'Égypte, la Tunisie, toute l'Afrique du Nord. Donc il y a des régions qui ne peuvent pas assurer leur autonomie alimentaire. Bien sûr. En ce qui concerne les céréales. Bien sûr, le Mexique, ça veut dire dans très peu de temps. Hein, s'il n'y a pas de bateau, c'est des émeutes de la faim. Oui, allez, en Égypte, au Mexique, je ne veux pas faire un oiseau de mauvais augure, mais c'est ce qu'on risque. Mais il y a d'autres pays impactés, mais nous aussi, si vous voulez, parce que nous, on produit suffisamment de céréales pour nous, mais on en exporte la moitié pour en réimporter d'ailleurs, parce qu'on a financiarisé. On trouve intéressant de vendre cher nos céréales, d'en acheter de moins cher ailleurs. Vous voyez, puis entre-temps, elles sont vendues 10 fois, je veux dire, parce que on perd en qualité. Oui, enfin c'est compliqué parce que là on va perdre les gens si on raconte toutes les différences de qualité, mais c'est surtout lié à la virtualisation des marchés, c'est-à-dire qu'on est passé de marchés fermes, matériels, à des marchés virtuels, c'est-à-dire qu'on vend du blé et des cargaisons qui ne quittent jamais un port et jamais un silo. Avant de nous quitter, j'aimerais qu'on revienne sur cet épisode de gel tardif qu'on a connu au printemps dernier, qui a détruit dans des régions 80% des cultures. C'est un épisode forcément dramatique qui a posé la question de l'assurance agricole. Il y a une réforme qui a été adoptée par le Parlement il y a quelques semaines. En quoi cet épisode a montré les limites du système d'assurance qui était en vigueur? On a parlé du régime de calamité agricole. Oui. Beaucoup l'ont découvert à cette occasion. Pourquoi il y a un souci finalement? C'est-à-dire que tout le monde n'était pas couvert. Alors, si vous voulez, le système, c'était un système public, c'est nos impôts, il y a une réserve pour indemniser les agriculteurs en cas de calamité. Donc public ouvert à tous, parce que là, le Parlement vient de voter un projet de loi sur un système dit universel. Donc, il l'était déjà auparavant? L'accès était compliqué, on va dire. Mais l'accès, là, aux assurances, c'est pas non plus simple. Je pense que sur certains aspects, il y a un vrai progrès. Mais je pense que ça va rester très difficile pour des professions comme les maraîchers, sur les conditions d'accès et le calcul des charges, des cotisations d'assurance. Donc, il est encore un peu trop tôt pour dire si c'est bien ou pas bien. Il y a l'impression qu'il y a un petit mieux, parce qu'il va y avoir un étage quand même de contraintes publiques sur les assureurs pour indemniser, et de part de l'État versée pour s'assurer, pour que tout le monde puisse s'assurer. Mais faut le mettre à l'épreuve de l'expérience pour savoir. Mais si vous voulez, si on projette... Et des besoins peut-être qui découleront aussi de ce chaos climatique. C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que si on ne prend pas en main le climat, les assurances ne pourront plus payer. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre à l'évidence qu'on doit drastiquement changer de modèle agricole pour réduire les émissions. C'est 19% d'émissions de gaz à effet de serre, l'agriculture. Merci beaucoup, Gilles Luneau. Je rappelle que vous êtes journaliste, rédacteur en chef de Global Magazine, réalisateur. Et puis ce livre que vous avez écrit, édité aux éditions Impact, Les paysans face au chaos climatique. Merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Smart Food, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Excellente journée à tous sur Bismart, bien sûr.